Trésors d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésors d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Trésors d'Afrique revient aujourd'hui sur les trésors littéraires de la période coloniale. J'ai porté le choix sur deux auteurs dont la mémoire est préservée par la descendance, l'afrodescendance, la diaspora, de la région de l'AEF de l'époque, Afrique équatoriale, Martial Sinda, dont la mémoire vivante est racontée par Thierry Sinda, son héritier par le sang et par la plume, que j'accueille dans cette édition. Et aussi Amadou Ampateba, natif du Bandiagara, Peul, nourri de la terre des Télèmes, gardien de la culture orale, fier descendant de l'Empire mandingue, sa fille, Rorietou Ampateba, gère l'héritage de son père, de tout un continent qui raconte la littérature de l'AOF durant la colonisation. Les arts en toutes lettres avec Thierry Sinda qui va nous rejoindre par téléphone. Il habite en Europe, en France, dans la ville de Paris. Alors sans tarder, les arts en toutes lettres avec Thierry Sinda. Trésors d'Afrique. Les arts en toutes lettres. Thierry Sinda raconte Martial Sinda. Ifriqiya FM, la voix africaine. Thierry, bonjour. Bonjour, Naïman. Thierry, je voulais parler de cet héritage culturel, de tout le travail que vous faites autour de la mémoire africaine, mais également la mémoire universelle, puisqu'il s'agit d'un trésor non seulement africain, mais un trésor mondial, puisque l'Afrique a porté maintes et moult influences sur le monde entier. Je voudrais commencer par cette littérature en rappelant à nos auditeurs que vous êtes chercheur, fondateur de la revue africaine La Feuille, auteur d'une thèse sur la négritude, journaliste et fondateur du Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs, maître de conférences des universités. Thierry, je n'ai rien oublié là ? C'est déjà pas mal. Nous aurons l'occasion de vous découvrir davantage au travers de ces trésors d'Afrique. Donc un trésor, la littérature, les trois périodes que cette littérature a traversées au travers du temps. Alors, moi, je travaille surtout, comme vous l'avez dit, sur l'époque coloniale. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de voir comment des écrivains se font le guide du peuple, se font des contestataires du système colonial qui était, comme tout le monde le reconnaît aujourd'hui, inique. Et donc, je travaille sur cette littérature. Alors, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, voilà, et puis toute l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelait à l'époque l'Afrique occidentale française. Alors, en Afrique occidentale française, le premier poète francographe, c'est-à-dire écrivant en français, puisque la poésie existait en langue locale. Elle était orale ou parfois écrite. Alors c'est Léopold Sédar Senghor qui fait en 1945 Chant d'ombre. Et lorsqu'on va vers l'Afrique centrale, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'AEF, l'Afrique équatoriale française, 10 ans plus tard, c'est Martial Sinda, voilà, bon, papa, le premier poète de l'Afrique équatoriale française, un premier poète francographe, écrivant donc en français, avec premier chant du départ, publié donc chez Segers, qui était l'éditeur des poètes français par excellence. Et en 1956, c'est-à-dire l'année suivante, il va arracher un prix qui était destiné en fait aux auteurs coloniaux. Donc c'est la première fois qu'il y avait un auteur noir qui avait ce prix, et pour cause, puisque les noirs n'écrivaient pas. Voilà. Donc c'est cette littérature qui m'intéresse, et que ce soit du côté donc de l'AOF avec Léopold Sédar Senghor et d'autres qui vont suivre, ou que ce soit du côté de l'AEF avec mon père et d'autres qui vont suivre, mais à l'époque coloniale, ils s'inscrivent tous les deux dans l'école de la négritude. Donc mon père fait le manifeste anticolonial de l'Afrique équatoriale française. D'ailleurs, on a, comme il est arrivé à la Chartre,
où j'étais il y a quelques jours. Ils m'ont très bien reçu. Il était arrivé, il a étudié dans le collège de la Charte, qui s'appelle maintenant collège Georges Sand, où j'ai fait une conférence dernièrement. Eh bien, ensuite, il a fait des études donc sur les bords de la Seine, et il avait pour protecteur, entre autres, René Maran, qui est le père de cette littérature négro-africaine, en publiant Batouala, véritable roman nègre, en 1921, prix Goncourt, donc c'est le prix du roman le plus important, et pour tuteur également Léopold Sédar Senghor. Et lorsqu'il a fait son recueil Premier chant du départ, on a failli l'expulser, parce que c'était anticolonialiste. On était en 55. N'oublions pas que il y a la guerre. Voilà, période coloniale, il y a la guerre d'Indochine, il y a la guerre d'Algérie. Donc, pour le système colonial français, il est mis à mal. Donc, ils ne veulent pas avoir d'autres fronts. Et c'est ce qui reste sur le front de l'Afrique subsaharienne. Donc, on a failli l'expulser. Senghor a dit, il va s'humaniser en vieillissant. Ça a peut-être été le cas, puisqu'il a terminé comme professeur à la Sorbonne. Et puis, un haut commissaire qui s'appelait Paul Chauvet, tout le monde n'était pas, c'est pas noir et blanc. Il y a des gens qui étaient progressistes. Et ce monsieur Chauvet, qui était haut commissaire, gouverneur général de l'AEF, l'avait regardé, l'avait jaugé et avait dit, il n'est pas aussi méchant que ses écrits le laissent entendre. Vous voyez, c'est sur cette littérature que je me penche, voilà, parce que tout mouvement, à toute époque, crée une littérature. Et c'est cette littérature qui m'intéresse. Et j'aurais bien aimé, justement, étudier aussi la littérature pendant la guerre d'Algérie. Selon les estimations, les musées occidentaux regorgeraient de quelque 90% du patrimoine culturel africain. Il y aurait, rien qu'au Quai Branly, quelques 70 000 objets culturels importés du continent. Trésor d'Afrique, au fil du temps. Rukietou Ampateba raconte Amadou Ampateba. Ifriqiya FM, la voix africaine. Je dirais que c'était pour moi un père aimant, un homme d'honneur, de probité et de droiture. J'ai découvert Amadou Ampateba, l'écrivain, lorsque j'étais à l'université d'Ottawa. Je connaissais pas vraiment la portée du combat qu'Ampateba avait mené. Amadou Ampateba, c'est un passeur d'histoire. Amadou Ampateba est encore l'un des grands témoins de cette Afrique non altérée, parce qu'il a eu la chance, le privilège de l'âge lui a accordé cela, de voir l'Afrique avant la période de la colonisation, l'Afrique pendant la colonisation, l'Afrique des indépendances et bien après. Donc c'est ce qui fait qu'on l'appelle souvent un des fils aînés du siècle. Il faut dire que j'ai baigné dans cette enfance parce que toutes les valeurs qu'Ampateba a décrites, il les a portées. Donc ce que je découvrais comme de Ampateba l'écrivain forçait mon respect, parce que dans sa vie quotidienne où j'avais pu le côtoyer, j'ai vu qu'il n'y avait aucun décalage. Je me suis dit qu'il fallait absolument poursuivre l'œuvre d'Ampateba. Parce qu'au soir de sa vie, sa grande préoccupation n'était pas de mourir comme tout initié. Mais par contre, il avait peur que l'œuvre pour laquelle il a consacré sa vie, qui correspond à peu près à 80 ans de recherche pour la postérité, se dilapide. Et il m'a une fois prise par la main, il m'a dit qu'il comptait sur nous pour tout, pour que cela continue, pour que le message recueilli arrive aux destinataires que nous sommes. Donc la formation qu'il a eue traditionnellement, il était un initié Bambara. Il a subi les initiations Peul avant d'aller à l'école occidentale. Donc faut dire qu'en Afrique, il y avait une forme d'éducation qui existait. C'était des valeurs philosophiques qui étaient transmises parce que il nous disait qu'en Afrique, on parle beaucoup par image, par parabole. Et donc, c'est Ampateba, l'écrivain. Comme tout diplôme, c'est un certificat d'études qu'il a pu obtenir. Au-delà de cela, il a enseigné à la Sorbonne. Il a représenté l'Afrique au sein du conseil exécutif de l'UNESCO pendant 8 années, où il s'est battu pour la reconnaissance des sources orales comme source d'écriture de l'histoire. Et même l'histoire générale de l'Afrique, parce qu'il disait qu'il y a une manière de parler de l'histoire africaine. Quand on veut parler de l'Afrique, il faut tenir compte de ce qu'est
l'Afrique pour les Africains, parce qu'on ne peut pas coiffer une personne en son absence. Pour lui, l'Afrique dont il est un des fils réels était fondée sur des valeurs, des principes, édifiés autour de l'humanisme, le sens de la communauté, du partage, de l'écoute, parce qu'on avait la loi de la palabre qui était une démarche consensuelle qui invitait la participation du plus grand nombre dans les prises de décision. Et surtout, il y avait la notion de la sacralité. Et cette sacralité-là était fondée autour du respect. Il nous apprenait que même la pierre a le droit. Pour le minéral, le végétal, il y avait un respect. Tout ça donnait une conscience morale tellement développée qu'il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas franchir. Parce que pour lui, dans cette Afrique, tout était basé, fondé sur le sens d'un équilibre. Et donc, il y avait des rituels à faire avant de rentrer. Il nous explique que dans la société africaine, dans le fonctionnement, comme toute société organisée, il y avait des métiers qui étaient des castes. Il dit que lui, les phrases ne sont pas de lui, elles sont du continent. Si mérite-t-il là, il a pu les transporter. Face au contexte global de l'évolution des cultures et les menaces d'uniformisation, plus que jamais, l'Afrique doit exprimer ses spécificités et assurer la continuité culturelle des combats qu'ont mené Père Amadou Hampâté-Bâ, les Senghor, les Césaire. Parce que après les indépendances, il y a eu ce vaste mouvement de 50 ans qui se sont battus pour l'affirmation de l'identité culturelle et qui s'est exprimé sous différentes formes d'art, les arts vivants, l'écriture. Mais depuis quelques années, on assiste vraiment à un effondrement de ce mouvement et justement les jeunes avec l'internet et toutes ces dérivés, il y a une menace encore pour l'uniformisation de cette culture. On a à apprendre des autres, on a aussi à leur apporter. Quelle que soit la richesse d'un héritage, s'il n'est pas géré, organisé, il se dilapide. Donc c'est la raison d'être de la création de la fondation qui a été créée en janvier 2002. Avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, la Fondation comme association d'utilité publique. Dans l'exercice de notre fonction, nous continuons à vouloir maintenir ce lien organique, être le pont entre le passé et les valeurs actuelles. L'héritage est lourd parce que Amadou Hampâté-Bâ a hissé la barre haute. Et c'est difficile de faire comme lui parce que c'était déjà un homme charismatique, un homme prédestiné. Mais en même temps, il a fait le gros du travail parce qu'il a récolté pour nous tout ce qui pouvait l'être. Et aujourd'hui, on a cet héritage-là. On essaie de faire ce que nous pouvons. Et aujourd'hui, les manuscrits sont sur des supports précaires. Ils sont menacés de disparition. Je pense qu'on devrait vraiment davantage exhumer ces œuvres-là parce que elles sont véhicules de philosophie profonde parce que c'est une invitation en fait à se connaître soi-même parce que c'est d'appliquer le Yérédon et puis de connaître les valeurs, les richesses et on en sort transformé. Une fois qu'on lit les œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ qui sont pétries de sagesse, de philosophie profonde, on cultive les relations d'amitié. Pour l'heure, dans les activités de la Fondation, c'est déjà la numérisation. Comme j'ai dit, il a laissé de nombreux manuscrits. Donc le travail consiste à faire déjà à inventorier tout ce qu'il a laissé. Nous on a déjà inventorié 500 conférences sur des thématiques diverses qui sont d'actualité et on est en train de les numériser, mais déjà à notre propre niveau parce qu'on a une équipe restreinte. Ce patrimoine-là, Hampâté-Bâ a cessé d'appartenir à sa famille, à la Côte d'Ivoire, son pays d'adoption, ni au Mali, son pays d'origine, mais à vous. Donc l'appel est lancé justement pour que la jeune génération vienne au niveau de la Fondation pour vous réapproprier votre patrimoine. Thierry Sinda par téléphone. Vous êtes chercheur, fondateur de la revue africaine La Feuille, auteur d'une thèse sur la négritude, journaliste et fondateur du Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs maître de conférences des universités. C'est vrai que vous êtes spécialisé, Thierry, dans la deuxième période, c'est-à-dire la période coloniale, avant les indépendances, avant qu'il n'y ait cette rupture entre la littérature contestataire, la littérature libératrice.
Mais je voudrais revenir aussi à une forme de littérature qui existait pendant les royaumes, pendant les empires, avant la conférence de Berlin. Il y avait une littérature, mais c'était une oraliture, voilà, je prends un plaisir à le dire, puisque il y avait cette littérature, mais qui était plus à tendance orale, transmissible, un travail de mémoire. Est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui? La littérature africaine orale, sur laquelle j'ai travaillé succinctement, oui. Que certains ont appelé effectivement oraliture, c'est un mythe et c'est une réalité. Parce que il existait des littératures écrites en Afrique subsaharienne, oui. Et notamment écrites avec la graphie arabe. Donc, vous avez des grandes langues comme le swahili, vous avez des grandes langues comme le malinké, etc., en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, qui ont une littérature en langue arabe. Quand on parle de Timbuktu, donc Tombouctou, oui. Et cette bibliothèque qui a brûlé, c'était en fait des Africains subsahariens noirs qui écrivaient avec une graphie arabe. Et on appelle ça en fait l'adjami. Et du côté de Madagascar, où je me rends souvent et où je vais me rendre très prochainement, du côté de Madagascar, il y a le sourabé, c'est-à-dire vers le XIe siècle, il y a des savants qui sont venus de l'Arabie Saoudite, qui ont fait souche dans le sud de Madagascar et au nord de Madagascar, et ils ont donné le sourabé. Oui. C'est une écriture, c'est le malgache écrit avec une graphie arabe. Il a fallu attendre 1921 pour que, sous la pression européenne, le malgache soit désormais écrit avec la graphie latine. Mais cette graphie arabe, ce n'est pas de l'arabe. Parce que lorsque je l'ai donné à déchiffrer par des amis et linguistes arabes ou arabisants, ils ne parvenaient pas à déchiffrer. Donc il y a cette littérature qui est très importante sur laquelle on a fait l'impasse parce que on aime bien une Afrique de l'oralité. Alors toutes les civilisations ont d'abord été orales. Mais dès le Moyen-Âge, il y a des trésors. Le Mali, à un moment donné, il y a des gens qui sauvaient les manuscrits traditionnels écrit en arabe. Il est sauvé en barque. Donc il y a toute cette littérature. Bien sûr, quand on fait des études sur le bord de la Seine ou de la Tamise ou en Europe, en Occident, alors on fait un peu l'impasse sur cette littérature qui a effectivement précédé la littérature francographe et qui a même ensemencé parfois, inspiré. Voilà, donc ça c'est très important à rappeler justement ce lien entre la langue arabe, des Arabes qui étaient des savants et qui ont réussi à retranscrire avec cette graphie arabe les langues africaines, donc l'adjami. L'adjami, c'est ce qu'on appelle l'adjami. Pour revenir aux œuvres d'art, Thierry Sinda, les sculptures, les peintures, etc., si on parlait un peu des musées en Europe, on a l'impression qu'il y a plus d'œuvres d'art en Europe concernant l'Afrique qu'en Afrique, surtout son territoire. Vous n'avez pas cette impression quand vous allez au musée du Quai Branly ou dans d'autres musées? Alors, non seulement j'ai l'impression, mais c'est une réalité et j'en ai l'explication. Parce que lorsque les colonisateurs sont venus en Afrique, ils ont fait des ethnocides. Le mot de Léopold Sédar Senghor, il n'y a pas de moi. Donc ils ont tué des cultures. Alors ils ont remplacé des manières de faire, des religions, etc. Et tout ce qui pouvait leur permettre d'être debout, ces statues, ils les ont accusés de prier des âmes maléfiques, etc. C'était pas la vraie religion. Ils ont pris ces statues, ils en ont brûlé 2 ou 3 pour faire croire que c'était des statues à brûler. Et sur 2 ou 3 brûlés, il y a 1000 qui partaient dans leur bateau pour les amener dans les musées en Europe. Il y avait Picasso qui avait extrêmement beaucoup de statues, on les appelait à l'époque d'art nègre. Alors, d'art nègre, maintenant, après, c'était art primitif, maintenant, c'est art premier. Les arts premiers. Non. Ça veut rien dire, les arts premiers, Thierry, vous êtes d'accord avec moi? C'est primitif. Primitif, c'est pour alléger le mot art nègre, puisque maintenant, les gens font très attention aux mots qu'ils utilisent. Alors, Picasso a fait les Demoiselles d'Avignon, c'est un beau tableau, il l'a fait par rapport à un masque congolais. Inspiré et il cachait. Oui, c'est inspiré du masque, surtout que Picasso était aussi sculpteur, était peintre, était sculpteur. Là, c'était un tableau, les Demoiselles d'Avignon, et il cachait un petit peu cette inspiration,
Et Apollinaire, qui avait également beaucoup de statues, d'arnais, comme on disait à l'époque, allait chez Picasso. Il a plein de statues qu'il cache. Il ne veut pas vous montrer que ces formes du cubisme, qu'on dit sorties de l'imaginaire de Don Cezou, de l'écriture automatique, de l'inspiration automatique, ben, en fait, ce sont des œuvres d'art inspirées de l'Afrique, de l'art africain. Et il y a Paul Guillaume, qui était un grand critique d'art, qui disait le 21e sera africain ou ne sera pas. C'était un grand collectionneur aussi d'arnais, comme on disait à l'époque, et d'art premier, comme on dit aujourd'hui. Vous avez évoqué Guillaume Apollinaire, qui est un des auteurs du manifeste du surréalisme. Est-ce qu'on peut dire que le surréalisme est quelque peu inspiré aussi de l'art africain, en fait? Parce qu'on retrouve aussi dans les œuvres surréalistes de Salvador Dali et d'autres peintres des formes qui nous rappellent le continent, qui nous rappellent les masques, les formes distordues, etc. Oui, la découverte justement de cet art africain, c'est sûr que ça a beaucoup marqué et influencé cette jeune garde qui créait un mouvement nouveau qui se libérait de la raison, et donc ils sont partis chercher des formes parce que c'est difficile de créer de rien ex nihilo. Donc ils sont partis chercher des formes ailleurs, en Afrique, en Océanie, en Asie. Alors et voilà, quand on voit Gauguin, etc. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Tzara, donc grand poète aussi. Bon, lui, il avait un mouvement. Tristan Tzara, Tristan Tzara, tout à fait. Il avait un mouvement similaire au surréalisme. Et il a un poème qui était de l'écriture automatique, disait-il. Et en fait, on a découvert aujourd'hui que c'était une supercherie, dans la mesure où ce poème était tout simplement un poème en langue africaine. Oui, donc un plagiat. Donc, effectivement, oui, une sorte de plagiat. Enfin, c'était pour impressionner en fait, les gens en Europe en montrant qu'il avait une écriture automatique avec des mots que personne ne comprenait. Et il est tout simplement parti retranscrire un poème africain. Donc il y a l'Afrique, effectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest, a influencé la création, l'écriture européenne. Thierry Sinda, c'est dommage, l'émission est très courte. Vous êtes aussi poète. On va terminer avec une déclamation. D'accord. Oui. Alors, je vais vous lire un poème qui vous est dédié, qui a été écrit le 2 mai 2021. Oui. Et qui, si vous voulez, la formulation du poème du reste du monde commence à faire école. C'est-à-dire par rapport au poème que je vous ai dédié, que vous m'avez inspiré, il y a une expression qui commence à faire le tour de la France et du reste du monde francophone. Oui, merci beaucoup, c'est un honneur, oui. Oui. Merci Thierry. Alors, l'africaine du reste du monde rayonnant. Histoire d'Afrique, versant Algérie, par une femme libre, au vent caressant de l'Afrique, senteur ancestrales authentiques. Bravo, sœur belle, fleur Nariman, du fleuve, algérienne mienne, s'enracinant sans cesse gaiement, et que vienne la victorieuse glaise mienne, Sainte-Louisienne, de notre cher Sénégal, au rythme poétique de toi. Bravo, l'africaine, pour cette leçon de vie, belle chaîne de peuple réel de l'Afrique, aux couleurs des Afriques et du reste du monde rayonnant, au-delà des intérêts bas, mercantiles, d'états statiques et vides, ou tourbillonnant sur eux-mêmes dans un mouvement perpétuel et 1000 fois 20. Merci beaucoup, merci, c'est très touchant. C'est avec plaisir. Merci Thierry Sinda. Et c'est touchant de le lire pour la personne pour laquelle on l'a écrit, et que cette expression fasse le tour du monde. Merci. Et est-ce que vous permettez que je le dédie aussi à tous nos Africains du continent et de la diaspora? Ah ben bien sûr, parce que c'est les mains tendues pour nous réunir et cesser de nous faire diviser par des gens qui sont en dehors du continent. Merci. Merci Thierry Sinda. J'espère qu'on se retrouvera aussi à d'autres occasions, puisque je vous rappellerai pour d'autres émissions. Thierry Sinda est chercheur, fondateur de la revue africaine La Feuille, auteur d'une thèse sur la négritude, journaliste et fondateur du Printemps des poètes des Afriques et d'ailleurs, maître de conférences des universités, mais également un grand trésor
trésors de notre continent. Merci beaucoup Thierry, on se dit à très bientôt. Merci à vous, avec plaisir. Chers auditeurs, on se retrouvera donc dimanche prochain, même studio sur Ifriqiya FM à partir de 9h30. À bientôt.